Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Terre en Fête à Arras. Faut-il encore croire dans le potentiel de l'agriculture française? On va en débattre justement dans cette émission avec Céline Gillet. Bonjour Céline. Bonjour Jean-Paul, bonjour à tous. Directrice de bottes de foin, on aura l'occasion d'en parler juste après. À ma gauche, Antime Coupé. Bonjour Antime. Bonjour. Vous êtes président des jeunes agriculteurs du Nord-Pas-de-Calais. On va parler installation, projet, justement potentiel. Et puis juste à ma droite, Emmanuel Bléry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Pas-de-Calais. Vous avez été à l'Assemblée nationale pour la loi justement d'orientation agricole. On aura l'occasion de remettre tout ça un petit peu bout à bout. Alors d'abord le projet, Céline. C'est quoi ton projet? On se connaît. Oui. Bottes de foin, c'est quoi? Merci Jean-Paul. Bottes de foin, c'est deux offres. Une offre digitale en cours de construction, une plateforme d'expérience agritouristique. L'idée du digital, c'est d'attirer les jeunes, cette fameuse Gen Z qui a cette triple appétence, le digital, l'expérience et la naturalité. On parle d'atouts aujourd'hui de l'agriculture. Il y a de l'agriculture de nombreux atouts et la nécessité de cette relation directe avec le voyageur, le consommateur. Une offre d'accompagnement également pour aider les agriculteurs à rentrer dans cette activité, à en obtenir les codes, le tourisme, les loisirs et la culture. Donc développer une activité complémentaire aux agriculteurs. Toi, tu crois dans le potentiel agriculture, parce qu'il te faut des agriculteurs pour ton business de demain. Et tu avais un super poste dans une coopérative, tu as dit stop, j'arrête tout et je crée mon projet dans l'agriculture. Oui, une super COP, hein, c'est toujours ma COP de cœur. Évidemment, aujourd'hui, je suis dans les fermes, je vais voir les agriculteurs, je leur mets en avant les atouts qu'ils ne voient plus. Une vieille grange, quand ils me disent qu'il faut mettre à bas cette vieille grange quand ils auront un billet, mais je leur dis, mais non, quand tu auras un billet, est-ce que tu peux pas la retaper et te lancer dans l'accueil? Aujourd'hui, le monde agricole a encore à développer sa confiance et les outils de communication. On voit qu'il y a des outils formidables comme l'association des agriculteurs ont du cœur. Mais aujourd'hui, le monde agricole n'est pas saturé d'outils de communication. L'agriculteur qui ne voit plus ses atouts, il suffit de lui donner un peu de confiance, l'aider à acquérir les codes du tourisme, de la culture et du commerce et faire qu'il fasse de la relation directe. Aujourd'hui, il y a 10 ans, les chambres d'agriculture ont aussi aidé les agriculteurs à se lancer dans le commerce. Aujourd'hui, c'est la même chose, c'est acquérir de nouveaux codes pour être dans une relation directe. Emmanuel, on a beaucoup parlé à l'Assemblée nationale d'agriculture. C'était le vote justement la semaine dernière là, sur la loi, le projet de loi d'orientation agricole. C'est compliqué l'image qu'on a de l'agriculture parce qu'on a à la fois les manifestations, tout ce qu'on a eu depuis le début de l'année, la difficulté qu'on a aujourd'hui dans le monde agricole. Est-ce que les députés ont une bonne vision de ce potentiel de l'agriculture? Alors moi, pour être très précis, je suis d'une circonscription exclusivement rurale. Donc vous pensez bien que j'ai une vision non seulement positive de l'agriculture, mais aussi de son potentiel. Nous avons encore en France un savoir-faire qu'il faut à tout prix préserver, c'est vrai. Je vais vous dire, moi je crois en son potentiel et c'est en ce sens que j'ai voté contre le projet de loi d'orientation agricole qui ne répondait pas en vérité à l'ensemble des revendications de nos paysans. Parce que nos paysans, il faut le dire, ce sont des gens de bon sens, qui vivent avec la terre au quotidien selon les saisons et selon leur production. Ce sont des gens de bon sens qu'il faut aller écouter sur le terrain. Donc j'ai voté contre cette proposition, ce projet de loi plutôt, qui reprenait notamment de la formation pour amener les agriculteurs à mieux entretenir l'environnement. Bon, je crois que les agriculteurs français se tiennent plutôt bien en la matière. On perdrait du temps, encore une fois, à les stigmatiser. Je pense que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui stigmatise et harcèle l'agriculteur. Alors qu'il y a encore quelques années, je me souviens quand j'étais petit, je respectais l'agriculteur comme le gendarme. Parce qu'on savait qu'il nourrissait la population. Et malheureusement, depuis, nous faisons le constat de cette agriculture qui est donc harcelée. J'ai des exemples. Aujourd'hui, quand on roule avec son tracteur sur la voirie, on se fait klaxonner, on se fait insulter parce que vous roulez à moins de 30 km/h, parce qu'on déverse un petit peu de boue, parce qu'on se stationne, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment, je pense, une éducation à revoir, l'image de l'agriculture à revoir. Et moi, je crois en ce potentiel et je vais vous dire pourquoi. Même si nous faisons le constat
de 70 000 exploitations confirmées depuis 7 ans. Moi, je peux vous dire que dans notre pays, dès lors qu'un homme ou une femme se lève pour changer la donne, on sait le faire. Napoléon, il y a 213 ans, il décide de produire du sucre parce qu'il y a un embargo anglais et il dit on va produire du sucre. Nous avons été les premiers producteurs mondiaux. On l'a démontré aussi en matière d'industrie et d'énergie. Charles de Gaulle a dit l'énergie, nous on va en faire, on saura en faire, on a produit le nucléaire. Donc il faut garder espoir. Antime, vous étiez pour la loi? Alors c'est pas fini, elle doit passer au Sénat et il n'y a que l'Assemblée pour l'instant. Bien sûr, non mais bien sûr que l'agriculture, il y a un mal-être, hein, d'où la manifestation qui a été historique. On parle de souveraineté alimentaire à horizon 2050, j'ai envie de dire. Le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même 200 000 agriculteurs dans les 10 années à venir à remplacer. Si on n'aide pas l'agriculture, on n'installera pas de jeunes. Et si on n'aide pas les jeunes, on n'aura pas on n'aura plus d'agriculteurs. Nous, on est je vais donner l'exemple du Nord-Pas-de-Calais, on est 800 adhérents. Sur ces 800 adhérents, aux jeunes agriculteurs, hein, 800 adhérents. Aux jeunes agriculteurs, oui. J'ai 200 adhérents qui sont installés, j'en ai 600 qui souhaiteraient s'installer. Le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a un problème financier, il y a un problème foncier, et il y a aussi ce problème de les éleveurs où c'est mal vu. Comme vous avez dit, on se fait insulter, on est mal vu par rapport aux déjections animales, au bien-être animal, etc. Alors la France est le pays le plus avancé en termes d'environnement, en termes de bien-être animal, etc. quoi. 200 000 jeunes agriculteurs installés, mais j'y crois pas, là. Dans 10 ans, on va jamais y arriver. Autant se le dire. C'est faisable. Si le gouvernement et j'ai même envie de dire l'Europe comprend qu'il y a un sacré enjeu, on est quand même on nourrit les populations. On n'est pas là pour faire, j'ai envie de dire, comme les États-Unis à produire des milliers d'hectares. Nous, on veut une agriculture qui soit avec des fermes à taille humaine, à créer de l'emploi. Je veux dire, moi, je suis premier créateur d'emploi. J'ai 15 contrats saisonniers tous les ans. Si demain, j'ai une ouverture de pouvoir faire des contrats CDI, je suis le premier preneur et mes collègues également. Qu'est-ce que tu produis, toi ? Alors, je suis producteur avec mes parents de chou-fleur, chou blanc, chou rouge. Et on a une petite partie en agriculture biologique où on produit de la courgette, essentiellement. Le regard du député. Oui, et j'entends effectivement les propos d'Antime. Je vais vous dire, ce projet de loi qui est en cours de discussion au Parlement, il passera au Sénat, il reviendra à l'Assemblée nationale pour avoir le dernier mot, ne répondra rien à vos demandes. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sous une inflation normative, en vérité, notamment de suppression de produits. Notamment, on parle de ce pacte vert qui vous impose effectivement de certaines terres en jachère. Alors, avec les discussions qu'on a pu avoir en début d'année, on a diminué un petit peu, mais tout n'est pas clair. On a voulu, sur votre dos, je le rappelle, défiscaliser, notamment supprimer la défiscalisation sur le gasoil non routier pour faire des petites économies sur le dos des paysans. Donc c'est un peu ça en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, on vous dit on va faire de la mesurette de sous-préfet. J'ai beaucoup de respect pour les sous-préfets, sans problème. Mais c'est pas là qu'on réglera les problèmes. Les problèmes se règlent en vérité à Bruxelles. C'est à cet endroit qu'on pourra effectivement changer les choses. Et moi, je considère qu'il faut une exception agriculturelle dans notre pays. On a déversé parfois des milliards d'euros dans nos villes. Moi, je n'oppose pas le monde urbain au monde rural. Loin de là, les deux sont complémentaires. Mais voyez-vous, on a déversé des milliards d'euros dans le monde urbain, dans ces grands projets en rue, ces grands projets d'aménagement. Je pense que si on avait déversé une infime partie de ces deniers publics dans la ruralité, on aurait peut-être réglé le problème. Mais pour l'exception agricole française, il faudrait demain récupérer notre souveraineté. La souveraineté ne peut être que nationale, en aucun cas européenne. La souveraineté, c'est un peuple, un État, et donc des décisions étatiques. Et donc pour ce faire, à mon avis, il faudra inscrire cette souveraineté dans la Constitution pour que la France décide de son avenir. Nous sommes particuliers, vous l'avez dit. La France a été construite par l'agriculture, la beauté de ses paysages, la qualité de ses assiettes. Je rappelle simplement quelque chose. La puissance touristique dans notre pays, c'est 4% du PIB. À qui on la doit ? À nos agriculteurs.
parce qu'ils font la beauté de nos paysages et la qualité de nos assiettes. Et les gens viennent pourquoi dans notre pays? Pour ces deux choses-là. Donc voyez-vous, il faut récupérer vraiment je dirais, tous les leviers en cette matière. Et moi, j'ai espoir pour qu'on puisse demain avancer sur ces questions-là. Mais je dirais, c'est un conseil peut-être, si je peux me permettre, ne regardez pas seulement cette petite poussière qu'on vous donne avec ce projet de loi, parce qu'il ne répondra à rien. On le verra malheureusement peut-être dans quelques mois, il ne répondra à rien aux demandes des agriculteurs. Et pourtant, les JA, ils sont d'accord sur ce projet de loi. Je le rappelle. Vous le soutenez? Nous, ce qu'on veut, c'est avancer, hein, c'est débloquer j'ai envie de dire, cette porte qui est fermée. Hein. Nous, jeunes agriculteurs, on aime bien rentrer dans la porte et aller faire du mouvement. Ouais. Céline. Oui, en fait, effectivement, autant la ligne n'est jamais droite, autant le monde agricole évolue, prend conscience de ses atouts. Aujourd'hui, pour revenir aussi sur ce que tu disais en team, il y a, moi, dans mon projet, au démarrage, presque à m'excuser d'aller dans les fermes en disant mais vous faites de la méthanisation, vous participez des énergies, pourquoi vous ne feriez pas de l'agritourisme demain? Et c'est vrai que les agriculteurs, je me rappelle d'une anecdote, mais qui m'a vraiment fait prendre conscience à quel point le projet était important. Il y a un agriculteur qui me dit mais non, c'est pas une diversification, c'est un projet de vie. Parce que par rapport à ce que tu disais en team sur la transmission des fermes, aujourd'hui, pour intéresser des jeunes, pour intéresser peut-être pas ses enfants, mais un voisin du village, au final, on a besoin de projets novateurs. La méthanisation est un projet novateur qui peut embarquer un jeune avec une fierté, l'agritourisme également. Donc aujourd'hui, moi je rencontre des agriculteurs qui arrêtent parfois des activités d'agritourisme tellement elles sont contraignantes et faiblement rémunératrices. J'ai un exemple dans le Tarn, un peu plus loin de chez nous, mais en Occitanie, dans la région de Jean-Paul, cet agriculteur qui me disait s'épuiser sur 8 dates de banquet l'été. Viticulteur, il s'est mis à exporter ses vins et il me le dit, pourquoi je fais ce métier si je n'ai plus de contact avec mes clients? Donc effectivement, entre vos deux perceptions de cette loi, c'est sûr que la route sera pas droite, mais le monde agricole va faire jouer de ses atouts et y aller. Il y a le défi de l'installation, le fait d'avoir des jeunes pour relever justement le défi de la souveraineté. Il y a aussi le fait d'avoir des engrais. Aujourd'hui, on se rend compte, et nous on a beaucoup parlé dans nos émissions, aujourd'hui, en fait, les engrais russes ont bondi entre 2021 et 2023 de 86%. Alors d'un côté, on aide l'armée ukrainienne, et de l'autre côté, on finance l'effort de guerre russe, puisque 7% des exportations d'engrais au départ des ports russes servent à financer justement l'effort de Poutine. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas de plus en plus dépendant des moyens de production venant notamment de la Russie? Totalement. De toute façon, le problème, j'ai envie de dire, de notre France, c'est qu'on a tellement mis d'interdictions, on a tellement mis de contraintes à nos industries et à tout ce qui est para-agricole, j'ai envie de dire. Tout le monde est parti dans les pays étrangers où là, peut-être le prix de main-d'œuvre est moins élevé, il y a moins de taxes, il y a moins de toutes ces charges. Et à l'heure d'aujourd'hui, on se rend compte, avec une guerre, il a fallu une guerre en Russie contre l'Ukraine pour se rendre compte qu'il faudrait peut-être refaire des usines à engrais, des usines à diverses produits pour eux qui sont utiles pour nous. 10% de notre assiette végétale, quand vous mangez une salade, 10% dépend de la Russie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est énorme. Effectivement, moi je rejoins ce que dit Antime. On a depuis des années, à force de ces normes, de ces contraintes, notamment de cette écologie punitive. D'ailleurs, c'est tout à fait paradoxal parce qu'au final, on importe et ça coûte cher aussi en matière de carbone. Faut dire les choses clairement. Alors que, encore une fois, nous sommes un grand pays de chercheurs, d'ingénieurs, et je pense que la France est tout à fait capable demain de redorer ce blason. C'est-à-dire que les intrants doivent être effectivement au maximum produits
produit sur le territoire français, bah, c'est bon parce que ça donne de l'emploi, c'est bon donc pour l'économie, et puis c'est beau pour la France, ce grand pays qui a toujours été un pays, je dirais, neutre et entre deux. Nous sommes ni les États-Unis ni la Russie, nous sommes la France, cette puissance agricole, et on doit retrouver cela. Mais pour cela, effectivement, il faut une volonté politique. Tout est question de volonté politique, hein. Je le rappelle, moi je considère aujourd'hui que le gouvernement accompagne la chute libre de l'agriculture. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, là actuellement, je fais un petit parallèle peut-être, mais actuellement ce sont 3 produits qui vont être supprimés. Je parle de mes endiviers, puisque vous comprenez que c'est la région. C'est la région. Entre les Flandres, la Picardie et puis l'Artois, nous avons 300 producteurs d'endives, d'accord, 4000 emplois directs, qui est un savoir-faire de niche. Et on peut perdre demain ce savoir-faire parce que le gouvernement ne répond pas effectivement à la suppression de 3 produits phytosanitaires. Et on nous propose un plan, un comité Théodule, un plan qui se donnera des solutions, mais sur 10 ans. C'est pas sur 10 ans qu'on attend des solutions, c'est immédiatement. Moi, je pense qu'il faut, je vous le dis, déroger aux règles européennes. On l'a fait pendant quelques années, notamment vis-à-vis des néonicotinoïdes, et cette fois-ci la betterave. Le gouvernement a décidé de s'arrêter. Moi, je pense qu'il faut continuer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suppression sans alternative. Voyez-vous, c'est un ensemble, évidemment. Je pourrais vous parler aussi des traités de libre-échange. Moi, je pense qu'il faut un moratoire sur ces traités de libre-échange. Il est anormal de voir nos terres diminuer quasiment de 10%, et je pense à nos vaches laitières, et en même temps, on apporter du lait de Nouvelle-Zélande. Voyez-vous, avec l'empreinte carbone, alors que la France c'est le pays qui se tient le mieux au monde en cette matière. Et je vous rappelle quelque chose aussi, notre espérance de vie. Si notre espérance de vie est aussi élevée, pourvu qu'on la maintienne évidemment, c'est parce qu'on se tient bien depuis des années. Et là, on va importer des produits, et aussi des produits d'Ukraine, hein, du poulet d'Ukraine, c'est en cours, avec une production comme on produisait en France il y a 40 ans, voyez-vous. Donc on marche sur la tête, pour prendre l'expression de ce début d'année. Bon, on pourra en parler pendant des heures, mais malheureusement, on est au terme de cette émission. Emmanuel Berry, merci beaucoup d'être venu ici. Merci à vous. Pour débattre de ces questions. Antime Coupé, merci. Et Céline Gillet, bonne chance pour ce projet. Merci Jean-Paul. Voilà. Et puis merci à vous.